Nous revoilà avec cette statue, ces deux fragments qui constituent une seule et même statue. Vous voyez, il s'agit, sans trop s'avancer, très probablement d'un personnage féminin, un léger déhanché, un ventre légèrement proéminent. D'après les parallèles, on verra après, connus pour la même période, pourrait s'agir, je mets beaucoup de guillemets évidemment, pourrait s'agir d'une Vierge à l'enfant ou d'une sainte dont on n'aurait pas retrouvé les attributs. Vierge à l'enfant, pourquoi? C'est ce léger déhanché et c'est cette position du coude qui pourrait supposer que l'enfant Jésus situe un petit coutu. Malheureusement, c'est la partie que nous n'avons pas découverte. Cette statue, elle est très intéressante à plus d'un titre, non seulement politiquement. Alors l'expertise, elle a été faite, nous on a une idée en tant qu'archéologue sur la question. Nous avons fait venir Xavier Decteau, qui à l'époque était conservateur au Musée national du Moyen-Âge de Cluny, qui est spécialiste de cette période et qui maintenant dirige le Louvre-Lens. Xavier Decteau était fort belle. Il avait situé cette statue à la fin du XIIIe ou au début du XIVe siècle. On est dans ce qu'on appelle le style gothique parisien. Les exemples les plus proches, géographiquement, stylistiquement, sont à chercher du côté de Notre-Dame-des-Landes. On a de très beaux exemples d'ailleurs au musée de Cluny. Donc stylistiquement, on voit ici, donc les prix, on arrive aussi à déterminer le vêtement et donc probablement identifier le personnage. Ça met sur la piste au moins. Vous avez des choses qui portent une trace d'or, une robe sur laquelle on trouve également des traces de polychromie assez nombreuses. On ne les voit pas bien ici, on les voit en détail, je crois qu'il y a une vue de détail après. Traces de polychromie, du jaune et du rouge principalement. Quand je dis principalement, c'est ce qu'on a vu, mais on peut imaginer qu'il y en ait d'autres, notamment la faveur de repas. Et puis un manteau. On voit ici nettement dans le dos. Alors le dos est beaucoup moins travaillé. On voit ici, on devine du moins toutes ces traces d'outils, ce qui laisse à penser que cette statue était faite pour être vue de face et qu'on ne tournait pas autour, qu'elle était adossée à un mur ou à une colonne. Et sur ce manteau, les traces de polychromie sont de nature différente, puisqu'elles sont bleues, rehaussées d'or. Ce qui pourrait correspondre, vous voyez, à une représentation de la Vierge. Là voici un petit peu de côté. On voit ici du manteau, on devine ici un pied, et puis vous voyez ici donc le dessous de ce coude, un petit peu relevé, et on aperçoit donc encore la chose qui va de la robe, et vous voyez quand même très nettement, c'est là le reste de polychromie, principalement le rouge. Le jaune, lui, sort très, très mal sur les photos, puisqu'il rappelle un petit peu la couleur de la pierre. Hein. Mais le rouge, lui, sort très bien. Le bleu, quant à lui, est extrêmement mal conservé sur le manteau. On l'a de manière très efficace. Il restera alors c'est là en termes de restauration, un véritable long travail à faire dessus, on va restituer la partie manquante, évidemment, peut-être stabiliser la polychromie, la peinture qui viendrait à s'écailler et à se détacher. Il resterait surtout à l'analyser, à restituer par grande masse la couleur de cette statue, du moins les couleurs, et éventuellement, selon le principe de la stratigraphie qu'on a vu tout à l'heure, ces couches qui s'empilent, des couches de sédiments qui se superposent, éventuellement des couches de peinture, comme du papier peint, qui se superposeraient pour retracer l'histoire de cette statue. Puisque si on l'attribue à la fin du XIIIe ou au début du XIVe, on serait plutôt sur une extrême fin XIIIe, évidemment, cette statue, elle a une durée de vie qui reste encore à déterminer. Le bâtiment, lui, on l'attribue à la fin du XVIIIe. Après, le contexte environnant. Donc, vous voyez, on serait dans le cadre d'une destruction révolutionnaire avec, un schéma assez classique, une destruction des attributs du pouvoir de l'Église et une statue qui se retrouverait dans les fondations d'un bâtiment. Il est évidemment dommage que la partie supérieure nous échappe. Mais donc cette recherche sur la composition, sur la stratigraphie de la polychromie nous renseignerait d'une part sur les éventuels repas, mais aussi chimiquement sur la nature des pigments envoyés, nous permettrait de dater précisément ces différents états. Vous voyez ici, je vous parlais de traces d'outils. Ce sont les outils qui ont laissé leurs traces dans le dos de la statue. Vous voyez, probablement des carabines. Et ici, plus nettement, les traces de polychromie. Je vous disais que le jour on voit quand même.
sur le socle. Ici, la chose, alors l'or est très difficile à photographier parce que si je n'ai pas de flash, on ne voit pas. Si je mets le flash, on ne voit plus rien du tout. Mais croyez-moi, sur parole, il y a un petit peu d'or. Alors pour beaucoup, un petit peu. Et puis ce rouge qui, lui, est plutôt éclatant, avec quelques traces du bleu du manteau qui vient recouvrir là. Alors voici la chose alors, que je retrouve. Je ne sais pas si vous voyez, on le voit quand même un petit peu l'or, hein, avec, je vous disais, plusieurs états. Donc, une chose qui est dans un premier temps a priori peint en jaune, et puis dans un second temps doré. Vous voyez, c'est aussi l'histoire de cette statue. Les éléments de comparaison, je vous le disais, sont assez parlants. Vous voyez une Vierge à l'enfant du musée de Cluny. Alors, évidemment, il manque l'enfant sur celle de Lamieux, mais vous avez à peu près le même type de position. Hein, vous voyez ce départ ici, avec des pieds qui sont traités à peu près de la même manière, et on se situe là probablement un petit peu plus tard, dans le courant du XIVe siècle. Voici, alors c'est pas Poissy, en fait c'est Mantes-la-Jolie, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Poissy, c'est la collégiale de Mantes-la-Jolie. Ici, c'est plus que stylistiquement, c'est plus pour vous montrer une résolution éventuelle de la polychromie. Puisqu'on a, alors, pas rouge, jaune, la robe exclusivement rouge, on voit le pied qui dépasse, après, à peu près à la même disposition, le petit socle qui correspond précisément à la statue de Bagneux, le manteau bleu, et puis ces traces d'or qu'on voit ici et qu'on retrouve à peu près au même endroit sur la statue de Bagneux. Des choses qui sont assez troublantes et qui conduisent quand même à supposer fortement, avec toutes les précautions d'usage, il s'agit bien de Vierge à l'enfant. Là, je crois que j'ai fini pour les présentations d'image. Peut-être un petit peu plus tôt, je vais lui parler de je suis désolé. Il y aurait eu beaucoup d'autres choses à vous dire, bien évidemment, mais je ne suis pas spécialiste du tout du contexte local, et vous l'avez compris, l'intérêt aussi de notre démarche, c'est d'apporter des éléments nouveaux. Là, on a renouvelé, alors, non pas l'histoire de l'année, mais les problématiques aussi. Vous parliez tout à l'heure, et je suis très curieux d'ailleurs d'avoir des informations sur l'église Saint-Étienne. Par facilité, je vous ai dit, je pense à l'église Saint-Hermelin. Ceci étant, l'état 14e, fin 13e de l'église Saint-Hermelin, je ne connais pas. C'est des choses qui m'interpellent aussi. Ça peut être très. Quand il y a des choses qu'on ne sait pas, j'ai vu récemment le puits de Moïse à Dijon. C'est des statues plus anciennes que avant le 13e, c'est le 12e. Elles sont aussi polychromes, extraordinaires de choses. Paradoxalement, c'est la destruction de cette statue qui la préserve le fait d'avoir été mise dans les fondations. C'est l'ironie du sort. On trouve des choses vraiment anciennes, polychromes, très fines, contrairement à ce qu'on pense du Moyen-Âge. Ah ben, le Moyen-Âge, dès lors qu'il est question de sacrer l'église, c'est plutôt fin quand même. Alors ça dépend des régions. Vous me direz, la sculpture sur granit, se prête moins à la finesse. Hein. C'est plus rude. Le calcaire de Bagneux, c'est un calcaire fin. Qui permet de faire des réalisations. Il y a des choses du Moyen-Âge qui sont comparables à la Renaissance italienne. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est une période qui a souffert d'une très mauvaise réputation, mais comme beaucoup de périodes d'ailleurs. Hein. Moi, je travaille sur les Gaulois principalement, je fais une petite parenthèse. On a une image des Gaulois qui est au 19e siècle. Bon, ça. Pourquoi les caves n'ont pas été. Il y avait des zones qui étaient. Alors, je sais qu'avant que le chantier soit ouvert, il y avait des vrais trous et des risques. Je vais vous dire l'entière vérité. On ne les a pas explorés lors du diagnostic parce que c'est une opération qui est contrainte dans le temps. On s'accorde une semaine pour le faire. Contrainte dans le temps, on dirait qu'on aurait pu, mais on n'avait pas les conditions de sécurité. Parce que caméra pour regarder. Alors, on avait prévu bien évidemment de revenir sur ce terrain en accord avec la société qui aménageait. Je trouve que la société qui aménageait la parcelle s'était dépêchée de terrasser lorsqu'on est arrivé, le dernier camion de terre partait. Pour vous dire l'entière vérité. Donc malheureusement, la fin de l'histoire, on l'a pas eu. Ça ne relève pas du droit pénal. Non, parce qu'on était hors du cadre préventif, en fait. Le préfet avait... Non, mais alors là, c'est des arrangements, si vous voulez, c'est des arrangements de gré à gré. Le préfet dit on ne donne pas suite parce que l'essentiel a été collecté, parce que toutes les fondations qu'on a vues, on a déplacé pierre par pierre tout cet édifice.
On a retourné chacune des pierres pour voir s'il s'agissait d'un emploi. On en a collecté une certaine partie. Il y a les restes d'une seule statue, c'est ce qu'on a vu là. On a collecté des échantillons pour avoir des traces d'outils, ce genre de choses. Mais le bâtiment n'avait plus rien à nous apprendre. En revanche, autour des statues qui étaient sur la parcelle au-dessus, on avait ouvert suffisamment, normalement il n'y avait plus rien, mais par acquis de conscience, on aurait aimé voir ce qu'il y avait autour, on s'était arrangé, puis finalement, voilà, de gré à gré, ça marche moins bien qu'un cadre. C'est difficile d'avoir une idée précise du bourg du Moyen-Âge. Alors là, sur le bourg du Moyen-Âge, on n'a pas avancé du tout. Vous avez vu d'autres informations. D'autres informations qui sont intéressantes. Alors, je reviens à quelques instants sur l'interprétation qu'on peut faire de ce rejet de statues en terre cuite de la fin du XVIIIe. On a un ensemble, vous avez vu ce diagramme stratigraphique tout à l'heure, cette espèce de schéma qui nous donne une fin XVIIIe. La statue, vous l'avez vu, on est dans les années entre, je me vante un petit peu, mais on va travailler un petit peu la question, entre 1780 et 1785. On est à peu près dans ces eaux-là, stylistiquement, et sur le vêtement. Il y a des petites choses, on a vu les petits pendeloques, il y a des tas de petites choses, en les croisant, on arrive à resserrer un petit peu cet éventail chronologique, et on arrive dans ces années-là. Donc, ça nous donne la date de réalisation de cette sculpture, au moins pour le personnage masculin. La date de rejet, évidemment, elle reste déterminée par le contexte. Et ce contexte, on va le déterminer par les associations, c'est-à-dire la vaisselle, je vous ai montré des importations, en fonction de ce qu'on connaît de ces circuits commerciaux, qui sont assez bien documentés quand même, en fonction de ce qu'on connaît aussi de la parcelle, de son historique, on arrive à mettre des hypothèses. En l'espèce, le terrain, celui-là, était vendu en 1794 par le citoyen Julliard à un autre citoyen dont j'ai oublié le nom, qui est noté dans le rapport, mais je ne regarderai pas, je vous le dirai après si ça vous intéresse. Le terrain changeait de nom en 1794. C'est probablement à partir de 1794 que toute cette parcelle est nettoyée de décors, de jardins qui sont plus ou moins vétustes, qui ont subi le gel, qui sont cassés. On vide la vaisselle cassée de la maison, de la ferme alentour. Probablement pas de la ferme d'ailleurs, plutôt de la maison. Et puis on se sert de tout ça pour niveler la parcelle, la terrasser sous la forme qu'on connaît actuellement. C'est l'interprétation qu'on en fait. Je ne vous dis pas que c'est la bonne, je ne vous dis pas qu'elle est définitive, mais elle tient la route d'après les données de terrain et d'après les données écrites. Peut-être qu'il faut en discuter, évidemment, mais nous, c'est la manière la plus logique d'interpréter tout ça. Ce qui nous reste à découvrir, en revanche, et c'est pas une mince affaire, c'est d'une part quel sujet. Alors pour l'allégorie de l'été, on n'y arrivera pas. Mais pour le personnage masculin, c'est de qui s'agit-il? Il s'agit, vous l'avez vu, manifestement d'un portrait. C'est pas un personnage comme ça, dans le rien. Ces sculptures représentent des gens. Peut-être le propriétaire de la parcelle, peut-être pas. Donc qui est représenté et surtout qui l'a représenté? Vous avez vu des noms qui ne sont pas des noms, que ce soit Houdon ou Pajou, je ne dis pas que c'est l'un ou l'autre, mais peut-être leurs écoles, peut-être des gens qui imitent. La statuaire en terre cuite, elle est encore peu connue. Tout ce que je vous ai montré comme exemple sont les statues en marbre. Statuaire en terre cuite, ça vieillit moins bien que le marbre, de fait. Celle-là a eu beaucoup de chance de parvenir jusqu'à nous. Et c'est peut-être encore une fois cette ironie du sort qui a fait qu'en la mettant en remblai, en s'en débarrassant à un moment donné, finalement, elle a été préservée. Donc il y a tout ce travail documentaire. On n'aura pas de signature, ça va être un travail stylistique. Il faudra probablement passer par une restauration, un soclage pour avoir la statue en pied, avoir au moins sa posture d'origine. Et à partir de là, on pourra émettre un certain nombre d'hypothèses. Mais il me semble, et j'oublie, chaque fois que j'ai voulu vérifier, je suis impardonnable, il me semble que soit Pajou fréquentait les environs, soit même les deux. Je ne sais plus, mais vous le savez sans doute mieux que moi. Est-ce qu'on vous, monsieur, après toutes ces œuvres? Alors, à titre personnel, j'aimerais bien effectivement qu'elles soient présentées. Pour l'instant, vous l'avez compris, il s'agit d'éléments qui sont en caisse, qui sont dans les locaux du département des Hauts-de-Seine, dans la réserve en sous-sol. C'est pas accessible au public, malheureusement. Alors, légalement, au moment de la découverte, c'est dans le cadre de l'archéologie préventive, c'est 50% État, 50% propriétaire du terrain au moment de la découverte. Sachant que l'État a un droit de revendication sur les 50 autres pourcents et qu'on ne partage pas comme ça une sculpture en deux, évidemment, c'est la valeur estimée, on fait travailler des experts sur l'estimation, et là, ça suppose des enquêtes assez longues. Vous voyez, d'après ce que je vous ai dit, identifier le personnage, identifier l'auteur éventuel, il y a des enjeux assez forts
qui restent des enjeux archéologiques, hein, je vous l'accorde, mais dans ce domaine-là, qui sont assez forts. 1 an et 1 jour après la remise du rapport d'intervention, celui-là, on ne voit pas, celui-là, c'est un rapport administratif qui est consultable, mais qui n'est pas diffusable, hein, ce n'est pas une publication. Ça retrace un petit peu toutes les découvertes. Vous voyez donc tous les plans qu'on a vus, des dessins de murs, voilà, de céramique, les photos des statues, tout ça, on décrit toutes les découvertes. 1 an après la remise de ce rapport au préfet de région, si le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir son droit de revendication, tout revient à l'État. Donc, pour vous répondre, à ce jour, tout ce matériel, c'est un diagnostic qu'on a conduit en 2010, le rapport on l'a rendu dans la foulée, le mobilier, il appartient à l'État, qui l'a placé en dépôt dans les locaux du département des Hauts-de-Seine. Question, vous avez dit que c'était consultable où? Consultable. Comment? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits, on peut le voir, c'est une bonne question. Sans être confidentiel, c'est vrai qu'il y a peu d'exemplaires en circulation. Consultable dans des lieux ouverts au public comme le service régional de l'archéologie à la Draquille de France, qui se situe 47 rue Le Pelletier dans le 9e arrondissement. Consultable également, mais sur rendez-vous cette fois-ci, au service archéologique et patrimoine des Hauts-de-Seine, sachant que les locaux normalement ne sont pas ouverts au public. C'est tout le problème de nos locaux, c'est que ce sont des locaux administratifs, mais on ne peut pas accueillir, pour la valorisation, vous imaginez tous les problèmes que ça nous pose. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, les collections, on les conserve, pour l'instant elles ne sont pas visibles. On espère un jour, moi le premier, pouvoir les faire restaurer et pouvoir les présenter dans un musée. Le plus désigné, à mon sens, parlant du département, ce serait pour la sculpture en terre cuite, le musée d'Île-de-France à Sceaux, mais ça pourrait être au musée évidemment. La statue médiévale en calcaire, elle aurait sa place, elle, au musée de Cluny par exemple. Mais ce n'est pas aux archéologues de décider de tout ça. Alors qui le décide? La collectivité, l'État, et puis éventuellement une personne qui peut demander, une structure qui peut demander publique, qui pourrait demander la mise en dépôt. Alors pour l'instant, le dépôt il est accordé au département. Le département lui-même, avec l'accord de l'État, pourrait envisager une convention de dépôt un tiers. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vous pensez le présenter à Bagneux, c'est peut-être une bonne idée, c'est pas à moi d'en juger, mais il faut présenter des conditions de sécurité et de conservation qui soient adaptées. En fait, c'est ça. Un beau musée, quoi. Oui, mais sachant que, par exemple, l'État n'a pas lui-même les conditions, enfin, on remplit pas les conditions pour conserver toujours dans de bonnes conditions les vestiges. Voilà, c'est tout le paradoxe. L'important, c'est d'en être conscient. Mais non, effectivement, c'est dommage, je vous le présente. La manière qu'on a choisie pour valoriser tout ça, c'était la publication, c'était la communication. C'est aussi pour ça que je suis là ce soir, non seulement parce que c'est un plaisir d'être ici, mais aussi pour partager tout cela et parce qu'on n'a pas l'occasion de le présenter. J'ai présenté ces choses-là une fois pour la statue médiévale, je crois aujourd'hui le patrimoine, c'était à l'époque aux archives départementales, mais c'est très ponctuel, hein, c'est un jour, 2 jours par an maximum. L'idéal, ce serait que ça rejoigne une collection permanente. C'est pour ça que je vous pose la question d'une maison du patrimoine. Vous n'avez pas l'occasion de venir dans le local historique pour voir un petit peu nos objets? Alors, moi maintenant, ce sera, si on trouve un moment, ce sera avec plaisir. Ah, ça serait intéressant quand même pour nous. Ça sera avec plaisir. Je ne suis pas expert sur toutes les périodes, vous savez. Il y a des choses intéressantes. Hein. Mais j'en doute pas un seul instant. Il n'y a pas grand-chose, mais je vous dis moi maintenant parce que je vais changer de département. Là, ça fait 7 ans que je travaille dans les Hauts-de-Seine et à partir du 1er octobre, c'est sans doute la dernière conférence que je donne, c'est la présentation que je donne dans les Hauts-de-Seine. Je vais pas travailler dans le département de l'Eure. Je reste habité dans les Hauts-de-Seine, mais voilà, vous êtes les derniers témoins de mes activités tous économaises. Ceci étant, les collections, elles restent dans les locaux du département, bien évidemment, je ne pars pas avec, il y a encore beaucoup de choses, vous l'avez compris, à faire dessus. Et la place d'Empierre, alors, monsieur, vous pouvez nous en parler de la place d'Empierre? La place d'Empierre, je n'ai pas grand-chose à vous en dire, malheureusement, à part que j'aurais bien aimé aller vérifier récemment ce qui s'y passait, pour en avoir une enquête et pour valider ou invalider les découvertes qu'on lui a attribuées. À mon avis, on n'aurait pas trop tant de choses que ça.
Non, je pense pas non plus, mais c'était l'occasion aussi Parce de que voir. c'était pas après- mal. Parce qu'en fait, c'est un cimetière. Oui. qui a été déménagé. La décision a été prise avant la guerre de 70. Ouais. Il a été archi-fouillé, retourné, etc. C'est-à-dire qu'à l'époque, on demandait aux gens de venir vider leur propre tombeau. Oui, c'est ça. Et d'aller donc, ils transférer. allaient fouiller sur place et ils emmenaient les éléments au nouveau cimetière communal. Oui. D'accord. Alors, il y a un dossier aux archives avec quelques dessins. Mais étant donné que ça a été tellement labouré qu'il y a eu la guerre entre-temps, qu'après on a fait une place j'ai des doutes sur ce qu'on peut trouver là. J'ai également, j'avais les mêmes doutes que vous, mais c'était Par l'occasion contre- justement de. Par contre, voilà. un rêve extraordinaire, ça serait, s'il y a des travaux sur l'église, d'aller regarder ce qu'il y a sous les dalles. Alors là, je crois qu'il y aurait des choses. Il y en a- Sous il y en a la face forcément. aussi de Il l'église, se passe il y avait. beaucoup de choses sur les églises. Alors peut-être qu'à l'occasion de l'installation d'un chauffage par le sol, ce que je ne C'est souhaite exactement pas. une des choses qui était. Mais c'est généralement à l'occasion de ce genre de travaux qu'on a l'occasion. Il y a plus de chances de trouver des choses comme ça que. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors je ne sais pas s'il est prévu de chauffer l'église par Sur le le sol. parvis aussi, il y avait eu des choses découvertes. Oui. Sur le parvis. Ah oui, les Avant que églises. ce soit De toute façon, les églises et leurs abords sont Oui, voilà, souvent c'est ça. des lieux de découverte archéologique et principalement funéraire, bien évidemment. Alors, il y a une chose que je voulais dire. Le plan dit 1806, qui est un. Il y a eu un cadastre en 1806. Oui. Mais le plan d'assemblage date de 1788 ou 1770 à coup sûr. D'accord. Parce que j'ai lu un texte d'un ancien maire qui était notaire et il explique au niveau du contenu, pour les noms des propriétaires mentionnés, etc., il y a moyen de dater ce plan-là d'avant. Donc, c'est intéressant du point de vue de ce qu'on peut voir sur le terrain. Si on prend le cadastre détaillé, non, mais si on prend une espèce de plan d'assemblage avec les numéros, il y a quelque chose de différent, ça c'est sûr. Ouais. Donc on a un plan qui est antérieur au cadastre en fait. D'accord. Mais il y a effectivement, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais sur les parcelles, on va essayer de relire rapidement, je vais repartir du début en fait. Hop. Ici, on est en limite de parcelle aussi sur le cadastre napoléonien, et on a vraiment l'impression qu'on est au fond de la parcelle et que c'est le dépotoir. Hein. Je vous ai dit on nivelle, mais c'était le fond, hein. C'était, on met tous les déchets, même s'il s'agit de très beaux déchets, hein, évidemment, mais on était aux confins de ce domaine. Et c'est vrai que la lecture des plans nous apporte beaucoup de choses. On n'a pas tout, et la difficulté pour nous sur ce genre d'opération, c'est de démêler cet écheveau, puisqu'on a un instantané de tout ce qui s'est passé sur le terrain, du moins de tout ce que le terrain a gardé comme empreinte. Si on avait eu des vestiges du néolithique ou de l'Antiquité romaine, on les aurait aussi, et ils seraient au même niveau d'apparition. Donc la difficulté pour nous, elle va être de démêler tout ça, puis de phaser ces vestiges. Lorsqu'on a à faire des aménagements de jardin, c'est beaucoup plus difficile. Vous l'avez vu, des fausses de plantation d'arbres, c'est très difficile à dater. Et là, c'est le recours au plan qui, malheureusement, pour partie disparu. Ça doit rester quand même quelque chose. Sur le plan d'intendance, je n'ai pas regardé, mais on n'avait pas énormément d'informations. C'est une question d'échelle. 1788. Donc ça serait contemporain du plan d'intendance. Le plan A d'intendance. priori, oui. A priori, oui. Mais là, vous voyez, si, alors, il ne faut pas avoir de regret, il ne faut pas avoir mené une fouille plus large. Il est difficile de. Une fouille, si vous voulez, c'est du temps, mais c'est aussi de l'argent. Et quand on fait payer à un aménageur, il faut avoir de bonnes raisons. Ce n'est pas simplement la curiosité. Ces fausses de plantation qu'on voit ici, on aurait bien aimé en avoir le plan pour vous dire ça dessine un axe est-ouest ou nord-sud, ça porte une allée ou ça porte pas. Il se passe d'autres choses, il y a d'autres types d'aménagements. On aurait bien aimé avoir ces réponses. Scientifiquement, c'est difficile à étayer. D'aller voir un aménageur en disant on pourrait juste le plan des fausses de plantation pour voir si ça marche bien, comme sur le plan d'intendance, il faut argumenter, il faut être bon vendeur. Il se trouve que là, on ne fait pas. Quand il y a des problématiques scientifiques d'ordre différent, peut-être sur d'autres périodes, malheureusement, il y a des périodes sur lesquelles il est difficile de justifier une intervention. Là, on l'a pas fait. Et quand on parle de fond de parcelle, la parcelle, c'est en fait le parc. Oui, bien sûr. Mais là, la limite, on a quand même une limite ici, cet angle rentrant. Cet angle rentrant, il apparaît quand même. C'est dehors qu'il y a le dépôt, le gros dépôt, il fait partie de d'autres parcelles. Il fait partie, le dépôt est là.
Oui, mais c'est pour les là. l'espèce d'angle, je veux dire, c'est quelque chose qui était... Alors, il y a le mur qui reprend encore, on a un mur ici, il y a la maçonnerie, qui reprend la limite actuelle. Enfin, du moins, c'est la parcelle de l'autre côté de la ligne actuelle. verte, l'autre côté de la ligne verte, ça serait peut-être intéressant si il y a déjà... Ah oui, ça, oui, une autre fois. Mais c'est un jardin public, là, donc il y aurait les moyens. Oui, mais il faut une problématique. Si vous voulez faire des trous, pour faire des trous. Pour faire des trous, non, mais dans l'espace public, c'est compliqué. Là, on a été obligé de palissader pour éviter, imaginez, on fait des sondages, ça pose des problèmes de sécurité. Dans un espace public, c'est très très compliqué. Et dans le jardin public, il y a eu des travaux, on y a mis des jeux d'enfants, des trucs comme ça. C'est un peu... il n'y a pas de... Ça dépend de... Je ne connais pas le dossier jardin d'enfants, je ne sais pas à quelle profondeur vont ces installations. Si c'est un toboggan posé en surface, il n'y a pas d'atteinte majeure aux vestiges éventuels. Alors avant, il y a un camping qui Oui, avait été... il y a un camping. Sur la pente, là c'est-à-dire le puits Saint-Étienne, ce qu'on appelle... il y avait un terrain de camping. Ça avait été nivelé en demi. Il y avait 2 niveaux et il y avait un terrain de camping. Et est-ce qu'à l'occasion des travaux qu'il va y avoir pour le métro, là, vos services seront convoqués pour voir, parce qu'il va y avoir des tranchées énormes, est-ce que ce serait l'occasion de voir quelque chose? Alors, vous avez raison. Nous avons été interrogés par les services en charge de ces aménagements. La difficulté pour le métro, alors il faut bien distinguer les stations, qui sont des aménagements ponctuels, du tracé linéaire, qui généralement est fait par des tunneliers, sauf exception. Les premières lignes de métro, elles ont été faites à ciel ouvert, donc c'est des grandes tranchées. Maintenant, on fait passer des tunneliers, et c'est vrai qu'on passe sous les sites. Donc on ne voit pas d'archéologue, on va profond, et l'archéologie n'est pas concernée. Pour les stations, c'est un autre problème. C'est assez compliqué, dans la mesure où, vous comprendrez très bien, les stations de métro, on essaye de mettre en relation des lignes différentes, donc on va sur des problématiques d'interconnexion. Une station de métro qui vient se construire sur une autre station de métro, ou du moins s'y accoler, ça pose des problèmes énormes sur un plan technique. Je ne vous dis pas que ce n'est pas à faire, mais souvent dans les projets du Grand Paris, l'idée c'est d'aller s'interconnecter sur des tracés préexistants. Du coup, ce n'est pas des vraies nouvelles stations, c'est un agrandissement éventuellement de stations existantes, et puis le reste c'est des tracés sous forme de conduite souterraine. Il y a beaucoup de... ça suppose beaucoup de travaux, hein, ces nouveaux tracés en petite couronne notamment. Je ne suis pas convaincu qu'on fasse beaucoup d'archéologie, non pas parce qu'on ne veut pas en faire, mais parce que peut-être que ça ne nécessite pas toujours. Il y aura évidemment des chantiers archéologiques sur une partie de ces aménagements, mais probablement pas autant qu'on en attend. C'est vrai que quand on voit un plan de ces tracés, on voit les communes qui sont traversées, on voit éventuellement les sites qui sont approchés par ces tracés. Au final, ils ne sont pas forcément menacés. Et on intervient dans un cadre préventif lorsqu'il y a une menace sur ces sites. Dans le cas concret, là, sur Bagneux, on a une ligne qui est loin de la partie ancien centre, qui est à moins de 30 mètres. Par contre, il y a l'arrivée de la ligne 4, oui, au rond-point des Martyrs, et elle va être construite en tranchée ouverte jusqu'à la poste. Donc il y a quand même toute une... Mais c'est sous une voie qui a été tracée au 20e. Oui. Et il peut y avoir des vestiges antérieurs qui n'ont rien à voir. Oui, il y a un campement de chasseurs. Donc il y a quand même toute l'avenue Barbus, qui est très longue, c'est en tranchée ouverte. Alors c'est ce qui s'est passé, la tranchée ouverte pour la 86 à Nanterre et à Rueil-Malmaison. À l'époque, dans les années 90, au début des années 90, quand les travaux ont commencé, tout le monde a considéré que ces zones-là étaient déjà urbanisées, que tout était détruit, qu'il n'y avait plus rien à voir, et que les travaux pouvaient commencer. Et puis, évidemment, les archéologues se sont quand même promenés dans le coin pour voir à quoi ressemblait le sous-sol dans ce secteur. Et on s'est rapidement aperçu, je dis on, je m'associe, mais je ne sais pas, ils se sont rapidement aperçus qu'il y avait des vestiges, et les opérations étaient montées, mais peut-être un petit peu trop tard, donc tout n'a pas été fait comme on aurait pu espérer que ce soit fait. Là, sur Bagneux, on se situe dans l'extension d'une ligne qui a déjà fait l'objet d'observations sur la commune de Montrouge, devant l'église, j'ai oublié le nom de l'église. Toujours est-il que devant, c'est l'église qui a été déplacée, Montrouge. Elle a bougé deux ou trois fois de suite. Ça avait livré, évidemment, on pouvait en attendre. C'est pas très bien daté. Du
du coup, il n'y a pas eu de fouille. On s'est arrêté à l'étape de ce diagnostic qui apporte quand même beaucoup d'éléments, vous l'avez vu. Ça renouvelle la connaissance de ces territoires et ça ne nécessite pas forcément d'intervenir de manière plus forte. Donc Montrouge, après on est passé en tunnelier, si vous dites qu'il y a mieux non, on passe pas en tranchée ouverte. La tranchée ouverte, et en plus la ligne de Montrouge va jusqu'au cimetière parisien, et après on tourne vers la gauche, vers la Nationale 20, pour revenir dans l'autre sens. En fait, c'est une grande voie qui va quasiment de la Nationale 20 jusqu'ici au centre. Une grande voie en ligne droite qui n'existait même pas au milieu du XXe siècle, il y avait un chemin qui a été construit vraiment après coup. Donc c'est une partie très récente, une perspective qui n'existait pas. Et pourquoi ils font porter une ligne? Parce que c'est moins cher. Question d'argent. Moins cher. Le problème, c'est qu'il y a deux lignes qui vont se couper, une à moins 30 et l'autre qui va passer dessus. Oui, c'est ça. Donc ça permet l'interconnexion sans trop de difficultés. Là, c'est là que vous parliez de la Nationale 20 ou la RD 920 maintenant. Ça s'inscrit dans une problématique qui est celle de la voie romaine, La voie romaine, oui. voie royale, tout à fait. Après, ça a été voie impériale. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la voie romaine. On a fait pas des Gaulois, mais bon. Alors, quand on a la voie romaine, oui, on voit même les tracés de l'implantation de temps en temps. On a, à l'époque, l'ancêtre des géomètres, des topographes, qui implantent ces tracés, qui font des trous, qui plantent des piquets, de manière à ce que la voie soit... Il y a des plans sur ces voies romaines, royales, etc. Parce que dans la série F14, on reconnaît l'archiviste. on a des magnifiques plans. D'accord. Oui, ces voies romaines, là, la RD 920, on n'a pas le tracé. On a cru, et c'est probablement le cas, à Bourg-la-Reine, une fois, reconnaître un de ces fossés bordiers. C'est comme les caniveaux, si vous voulez, le long des voies. Et donc, ce fossé, un fossé qu'on a attribué à la voie romaine a été observé une fois à Bourg-la-Reine. La voie elle-même, on ne l'a pas. Si elle est sous le tracé actuel de la nationale, enfin de la départementale, plus rien à voir, c'est tous les réseaux qui passent en dessous. En revanche, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ce qui se passe autour. Les voies romaines, c'est les autoroutes. Autour des autoroutes, il y a des stations-service, il y a des actes. Par rapport à la voie actuelle, la voie romaine peut se situer à combien de profondeur? C'est très variable. On a évidemment envie d'un empilement et de temps en temps aussi, on va racler un petit peu pour chercher un sol plus stable. Je ne peux pas vous dire, on ne l'a pas observé. Donc tant qu'on ne l'a pas vu, on ne sait pas. Ça peut pas être extrêmement profond. Cette voie à Paris-Orléans, elle a été observée plus au sud. Alors, on sort du département des Hauts-de-Seine, elle a été observée à Vissou. Donc, on a la confirmation qu'elle est bien romaine, qu'il n'y a pas de problème, c'est pas la question. Il y avait même à Vissou des éléments qui laissaient penser qu'elle pouvait s'inscrire à la suite d'un tracé wallon. Au moins à cet endroit-là. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur ces voies, mais là, sur ce tracé de métro, c'est plutôt ce qui se passe autour qui nous intéresse. On vient s'installer autour des voies. Surtout à cette distance-là, c'est un petit peu comme Vanves, où on se situe à une distance suffisante à l'Antiquité, une distance suffisante du centre de Lutèce pour avoir de nouvelles occupations. D'autant plus qu'on est sur une butte. Ouais. Justement, c'est un des problèmes, parce que le bourg ancien ne donne pas une idée de l'importance de ce qu'il y a pu y avoir à un moment donné, puisque la butte va très loin, et les grandes propriétés étaient au sud du bourg ancien, on voit sur le grand plan. Donc c'est pas évident de savoir où il faut chercher. Non. Puis alors, je vous disais tout à l'heure, il y a ces indices anciens, ces mentions. Alors ça peut nous mettre sur la piste, on reste quand même prudent. Il y a toute la zone de la Fontaine-Guéfier, c'est une ZAC. Alors on a étudié le dossier, mais le problème c'est d'avoir de vrais arguments pour intervenir. Parce que ça mobilise beaucoup de monde, c'est du temps, c'est de l'argent. Si on n'est pas sûr de notre coup, on n'y va pas. Alors la Fontaine-Guéfier, ça a été construit à Charnières par un monsieur Guéfier qui avait installé là pour ses vignes. Pour les vignes qu'il avait mis au voisin. Et l'alimentation de la rue Neruda, de ce qui est actuellement le marronnier, qui a été une propriété qui date du 17e. Enfin, plus, mais elle existait au 17e. Et on avait mention là de découverte de tuiles attribuées à l'Antiquité, donc de ce genre de choses.
Ça reste à vérifier, hein, évidemment, mais c'est des petits indices comme ça de temps en temps qui nous mettent sur la piste. Et le problème, là, c'est le niveau de documentation. Parce qu'il s'agit simplement de mentions, qu'on a mis des objets, mis des relevés précis, voilà. On prend ça avec beaucoup de prudence. Mais voilà, ça Oui, peut... Il y a des tuiles romaines, vous avez dit. Ah, oui, des tuiles romaines. Qui viendraient de là. Je pense qu'elles viennent de là. Ah. On a des objets à voir. D'accord, je viens de là. Oui, si vous pouviez, ce serait bien. Ça serait intéressant qu'on puisse quand même. Hein? Oui. Il faudrait au moins faire inscrire certains objets. Allez faire inscrire. On peut faire maintenant, je crois qu'on peut faire inscrire les objets. Oui, pour les protéger, vous voulez dire? Parce que si l'association. Ouais. C'est bien de. Pour en discuter. Une dernière question? Oui, est-ce qu'on peut penser qu'un jour, ce genre d'études que vous avez faites, enfin ce genre de rapport, puisse être hébergé avec des technologies actuelles facilement accessibles par le public? Alors, est-ce qu'il y a des... Vous avez raison. Là, pour l'instant, la loi et particulièrement le code de la propriété intellectuelle s'oppose à ce qu'on diffuse ce genre de documents, du moins sur Internet par exemple. On n'est pas ça. Ça pose aussi des questions, vous direz dans Bagneux, c'est un petit peu différent, des questions de sécurité des vestiges. Non pas ceux qu'on a collectés, mais ceux qui restent encore sur le terrain. Imaginez, on fait au milieu des champs. Je vous présente ces découvertes-là. Tout le reste, ce sont encore des champs. Il y a des gens qui sont beaucoup moins bien intentionnés que nous tous ici ce soir et qui auraient au fait d'aller chercher un petit peu autour pour aller piller le site. Ce genre de rapport, c'est une mine pour ces gens. Donc on évite évidemment de les diffuser. Pour des contextes urbains, évidemment, la question elle se pose un petit peu différemment. Elle va se poser en termes d'exploitation des données, de manière à ce que les uns et les autres, je parle pas pour moi, mais ça mobilise pas mal de monde, que les uns et les autres ne soient pas dépossédés de leur travail pour ce qu'ils veulent publier. Donc voilà, c'est juste ça. Ceci étant, et vous avez raison, il existe un site, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Archives et Patrimoine des Hauts-de-Seine. Si vous tapez Archives et Patrimoine des Hauts-de-Seine sur Internet, vous trouverez. Il est piloté par la direction des archives départementales, mais dedans, vous avez toute une partie consacrée à l'archéologie, avec non pas les rapports in extenso, mais des notices et des photos, notamment ces photos-là. Vous en trouverez une partie qui présente les découvertes. Alors des notices qui sont très synthétiques, l'idée n'étant pas de dire tout sur tout, mais de présenter un petit peu un état des lieux des travaux. Et puis il y a évidemment d'autres choses qui sont liées à d'autres catégories publiques, notamment les aménageurs, et qui les conseillent non pas de manière à ce qu'ils évitent l'archéologie, mais qu'ils la fassent rentrer dans leur projet d'intervention. J'ai une question, est-ce que vous connaissez le dossier sur la maison d'Itry-Richelieu? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette maison-là, mais moi je reste très prudent. Non, mais c'est pas ça. C'est un bâtiment du XVIIe. Oui. Donc on est dans la même bien sûr, partie, dans la même période. Alors ce bâtiment avait été escamoté en tant que patrimoine. Et on a recompris récemment ce qui s'est passé, c'est à cause de la guerre de 70. Une grande partie du bâtiment avait été détruite, et il a été remanié, reconstruit, ce qui fait qu'il était aperçu comme un bâtiment du 19e. Malgré tout, on est sur un ensemble de territoires qui est assez cohérent. Grâce au poutre. Donc sur les destructions, on peut se demander s'il n'y a pas des choses qui relèvent aussi de la période de 70. Ah oui, c'est possible. Vraiment, qui a marqué le point, en tout cas de manière assez forte, parce que... J'ai observé la glacière. Ah oui. Du dessus. Quand je l'ai observé, c'est vraiment, je l'ai vu, on n'a rien fait de plus, parce que, encore une fois, ça posait des questions de sécurité assez importantes. On avait le dôme, la clé elle-même était tombée. Ah bon? Ah oui, et ça descendait de 9 mètres. Ah oui, donc là, dans ce cas-là, vous imaginez qu'on constate, c'est tout. Pas grand-chose de plus. Et oui, ça permettait de valider un certain nombre d'hypothèses, notamment la présence de ces glaciers. Si je puis me permettre d'intervenir, la dernière séance du cycle sera consacrée. Il y a un rapport entre
pas innocent, chacun travaille dans son coin, c'est tel service qui intervient, après c'est un autre qui va intervenir. Ça peut être intéressant de croiser quelquefois. C'est même indispensable, vous avez raison, mais ça suppose au travail, chacun de son côté, mais aussi une mise en commun qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire. De concertation. De croiser des approches différentes. Ça peut travailler par exemple avec les monuments historiques quand on est archéologue, et puis inversement quand on est monument historique. On a fait cet effort avec les ethnologues, avec les historiens, avec les monuments historiques, c'est pas encore gagné parce que bien souvent on se place en concurrence. Ah oui, d'accord. Voilà. Parce que alors, les monuments historiques considèrent que le monument il est dans sa globalité, même en dessous, et puis les archéologues maintenant ont quand même envie de travailler sur les élévations, on ne peut pas les cantonner simplement au soubassement, ce qui est légitime. Donc il y a un moment où on se rend compte et qu'on travaille sereinement ensemble. C'est le cas, je vous rassure, dans beaucoup d'endroits, ça commence à se faire. Ce sont des choses plus récentes, l'archéologie industrielle, tout à fait. Il y a une concentration publique qui est flagrante. L'archéologie industrielle, pour l'instant, c'est difficile à faire passer comme idée quand même. Et le problème, ce sont les outils méthodologiques, parce qu'on sait fouiller un site, c'est pas des outils, moi je dis on sait, on a quand même des notions méthodologiques. En revanche, fouiller une usine, on ne sait pas. On ne sait pas quelles sont les questions à poser. La question sur le paléolithique ancien, on les connaît. Sur une usine, sur une papeterie, sur une imprimerie, honnêtement, scientifiquement, on ne sait pas. On ne sait pas croiser des informations archéologiques et du passé récent. On a encore beaucoup de mal à ça. Peut-être travailler avec des ethnologues, avec des historiens. Effectivement, c'est un autre sujet. Mais vous avez entièrement raison, ça fait partie des chantiers en cours. Et surtout dans un département comme le Haut-de-Seine, qui a été très industrialisé dans certains secteurs. Et malheureusement, ce n'est pas le cas à Bagneux, malheureusement, souvent, pour accéder aux vestiges archéologiques qu'on considère comme étant dignes d'intérêt, on passe au travers de ce patrimoine industriel. Mais d'arriver d'intervenir sous des usines, après, en ayant demandé, enfin, mais en disant qu'il était plus pratique pour moi d'intervenir une fois que l'usine était par terre, parce que je n'avais pas les outils, je n'avais pas le temps, et on ne me demandait pas surtout d'étudier cette usine.